Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 29 mars 2021. Déjà un an qu'on fait ce genre d'événement-là, donc on est très fiers et très contents d'être avec vous sur l'heure du midi. On est en compagnie de notre ami Jean-Philippe aujourd'hui. Donc, salut Jean-Philippe. Salut Yvan, comment ça va? Ça va de mieux en mieux, toi? Yes, yes, yes. Toujours Yes. excité, c'est lundi midi là. Good, good, good. Tu as eu une belle semaine immobilière? Oui, 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 on est dans deux closings. On est dans le dernier sprint, des petits des gros closings. Donc, deux nouvelles transactions, dont un avec les deux avec ma conjointe Sandra. Fait que très content, très, très content. Good, good, good. Hey, merci d'être là. Déjà, 98 personnes. Il y a des gens qui ont commencé à partager, qui connaissent un peu la formule. Donc, on vous salue, les gens qui sont arrivés. Et c'est le fun de savoir de quelle région vous êtes ou de quelle ville que vous êtes. Dans le chat, ça me permettrait de voir un petit peu l'audience. Puis, si ça vous tente aussi de marquer si vous avez déjà pris des formations avec le club, ça serait le fun de savoir notre audience. Est-ce que c'est des habitués, peut-être des gens du coaching, peut-être des gens qui ont fait des formations à la carte. Donc, ne vous gênez pas pour l'écrire dans le chat. Avant d'aller dans les questions qu'on a reçues du public durant la semaine, on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner soit un 200 $ de rabais sur le coaching qu'on va tirer à la fin du live, un livre qui est 101 trucs en investissement immobilier, écrit avec moi et M. Jacques Lépine, qui est le fondateur du club, et un certificat cadeau de 50 $ applicable sur une formation à la carte. Donc, à vos claviers, et une fois que c'est partagé, juste indiquer partager dans le chat pour qu'on puisse bien répertorier ceux qui ont partagé le tout. Donc, sur la page Pose ta question du Club d'investisseurs immobiliers du Québec, on a reçu une première question qui venait de Agi Ratu Camara. Il dit, ou elle dit, j'ai 400 000 $ et j'aimerais me lancer dans l'immobilier. Par quoi commencer? J'aurais tendance à dire de prendre peut-être une consultation avec un de nos coachs, soit Gilles Laferrière, Jean-Pierre Dussault ou Dave Powell, qui vont pouvoir te guider parce qu'il faut savoir, il faut connaître ta situation à Giratu. Donc, est-ce que tu es employé? Est-ce que tu as une entreprise? Combien tu gagnes par année? Est-ce que tu as des enfants, pas d'enfants? Quels sont tes objectifs également en immobilier? Donc, pour bien cerner le besoin, il faudrait passer une petite heure avec un de nos coachs. Peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat. Sandra, si tu es là, peut-être mettre le lien vers la page de consultation des coachs. Donc, une consultation, peut-être par la suite te former, prendre une formation à la carte selon si tu vas faire des flips ou de l'accumulation. Si tu vas faire des flips, on a une belle formation de 3 heures pour ça. Si tu veux faire de l'accumulation, on a également une formation qui est IMO 101, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, qui va te permettre de vraiment voir c'est quoi le portrait d'être investisseur immobilier. Peut-être faire des lectures également. Sûrement que tu as déjà lu les livres, mais continue à te former via les livres. Donc, ce serait pas mal ça, ma réponse. Jean-Philippe, t'aurais-tu un petit quelque chose à bonifier? Oui, ben, en fait, c'est pas nécessairement de où est-ce qu'on passe et où est-ce qu'on veut aller. Donc, tant mieux. Vous avez déjà une mise de fonds quand même assez significative. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Mais je pense que tu as bien répondu, Yvan, à savoir c'est où est-ce qu'on veut s'en aller. Parce que le 400 000 pourrait très bien être en prêt privé. Je sais pas, évidemment, on connaît pas l'âge, là, mais peut-être quelqu'un plus dans la soixantaine ou 70 ans va plus préférer y aller dans du prêt privé pour avoir de la liquidité rapidement. Quelqu'un qui veut quitter son emploi va peut-être plus se diriger vers le flip. Quelqu'un qui veut bâtir un héritage va peut-être plus se déplacer vers l'immeuble à revenus. Donc, il faut vraiment savoir les objectifs reliés à ça. Donc, ce qu'on dit dans les cours, puis ce que j'aime bien répéter, c'est qu'on décide le style de vie, qu'est-ce qu'on veut avoir, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on aligne les actions comme dit si bien Patrice dans le coaching, là, c'est le fun, on l'avait samedi, mais on aligne les actions vers où est-ce qu'on veut s'en aller. Et en même temps aussi, on traduit cet objectif de vie dans un langage immobilier parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire de l'argent en immobilier. Donc, on aligne ça en fonction de nos désirs. Fait que voilà, moi, je dirais que c'est ça. Donc, peu importe le montant d'argent que vous avez, peu importe la situation, c'est plus la destination qui importe à réfléchir avant le début.
Et je vais bonifier ta bonification. Ouais, vas-y, Yvan, Là, pourquoi que je parlais que tu es où présentement, c'est que, par exemple, si tu as fait faillite, tu vas avoir une autre stratégie différente que si tu gagnes déjà 500 000 comme médecin. Si ton crédit est mauvais, ben, tu vas avoir une autre stratégie aussi. Ça se peut que tu vas te mettre à vendre des promesses d'achat parce que tu n'as pas la capacité de les acheter toute seule, les propriétés. Peut-être ça va te prendre des associés. Peut-être ça va te prendre des prêteurs privés. Donc, où ce que tu en es va influencer aussi la stratégie que tu vas utiliser pour aller où ce que tu veux t'en aller. Arnaud B. Qui dit bonjour. Est-ce que vous avez des références d'inspecteurs pour la région de Montréal? Effectivement, on a Kevin Labonté qui est à Québec, mais qui a des contacts à Montréal qui pourraient te référer des gens. Donc, Kevin Labonté, on a également Louis Guimont. Louis Guimont, c'est sur le site du club en passant, là, Arnaud, si tu vas dans la page des membres corporatifs, tu vas avoir des références d'inspecteurs. Donc, on a Louis Guimont, on a Kevin Labonté qui peuvent t'aider dans tes inspections. Martine Riendo, devrais-je acheter un immeuble qui a un droit acquis ou ce n'est pas recommandé? Il faudrait voir quel genre de droit acquis qu'on parle. Si on parle de droit acquis, par exemple, en termes de nombre de logements, puis si jamais ça passe au feu, tu ne pourras peut-être pas reconstruire le même genre d'immeuble dessus. Là, c'est un petit peu plus touché. Et Jean-Philippe, qui est en tête des assurances, Ben, en fait, c'est très drôle parce qu'on est exactement dans cette situation-là, justement, dans une des deux transactions, où est-ce qu'on a de non-conformité, qui est quand même fréquent en passant. C'est pas des cas exceptionnels d'avoir acheté un immeuble qui est non conforme, que ça soit non conforme par rapport à une marge, non conforme à un taux d'occupation, non conforme à un nombre de logements. Bref, il peut y avoir beaucoup de non-conformités qu'on voit dans le certificat de localisation qui sont indiqués comme des droits acquis. Il faut faire attention, justement, tu as dit le bon mot, Yvan, en cas de sinistre, que ce soit un incendie, tremblement de terre, inondation, peu importe, mais généralement, OK, vous pouvez vous renseigner au niveau de la ville pour le règlement, mais lorsqu'on perd plus de 50% de la valeur au rôle foncier, donc quand on perd plus de 50% de la valeur au rôle foncier, dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser ce droit acquis-là. Donc, dans le cas d'un incendie partiel, ben malheureusement, il va falloir détruire parfois le reste du bâtiment parce que le bâtiment est non conforme si on a plus que 50% de perdu. Encore là, j'y vais d'une règle générale. Je ne peux pas parler de toutes les villes au Québec, mais je dirais qu'une règle pas mal universelle, c'est 50% de la valeur au rôle foncier. Donc, la ville va renvoyer un évaluateur pour réévaluer la valeur du bâtiment détruit. Et si c'est en bas de 50%, ben, malheureusement, c'est non conforme. Et justement, pour avoir passé à travers des incendies assez majeurs, je parlais justement aux assurances et il y avait vu des cas où est-ce que les villes étaient très, très strictes là-dessus et il a fallu reculer des bâtiments de 3 pouces. Là. Ce genre de choses-là, de non-conformité qu'il fallait se conformer. Donc, oui, assurez-vous que l'assureur est au courant et posez la question à l'assureur si vous êtes assuré dans ces cas-là. Malheureusement, la plupart du temps, c'est non. Donc, juste vérifier là, qu'en cas de perte partielle à plus de 50%, si vous êtes dédommagé à ce niveau-là. Et je vous dirais par expérience que la plupart du cas, c'est non. Donc, il va falloir assumer le reste de cette perte-là. Donc, c'est un risque qu'il faut prendre. OK, excellent, merci. Pendant qu'on va choisir une autre question, je vous rappelle qu'il y a des formations qui s'en viennent. Le 6 avril, on a comment acheter mon premier toit sans comptant. Le 9 avril, c'est IMO 101, donc indépendance financière grâce à l'immobilier. Une belle façon, dans le fond, de savoir si on voudrait embarquer dans le coaching qui débute le 9, la même journée. Donc, on prend la formation à la carte et si jamais on aime le style d'enseignement, la qualité de l'information qui nous a été livrée, si on se sent bien dans le groupe et tout ça, on pourra embarquer dans le coaching. Donc, on aura fait le premier cours du coaching via IMO 101. On a également le 10 avril, gagner vos recours au tribunal administratif de la Régie du logement, anciennement la Régie du logement. Et on a comme prochain événement le 12 avril, le QR, parce qu'on prend un congé la semaine prochaine. Et voilà, donc Jean-Philippe, je ne sais pas si on a choisi une question. Il y avait Judith Leclerc, elle veut savoir quelle institution financière donne une marge de crédit dès qu'on ouvre un compte de compagnie. Je sais que Desjardins ouvre des marges jusqu'à 100 000. En tout cas, moi, j'ai eu 100 000 assez facilement. Donc, Desjardins sont assez forts là-dessus.
Sinon, j'en connais pas d'autres. Jean-Philippe, t'aurais-tu un petit hint à part Desjardins là-dessus? Non, c'est pas mal Desjardins. Je sais que notre collègue Dave Powell avait fait une demande à la HSBC. J'avais pas eu de suivi là-dessus. Je pense qu'il avait quand même demandé un certain montant. Mais définitivement, Desjardins, les champions, là, ça s'appelle une marge solution libre à faire. C'est pas nécessairement donné. Là. On parle des taux d'intérêt de 7-8 tout dépendant des projets. Ça a peut-être baissé un peu là, depuis, là, mais avec les taux, mais ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est une marge, mais ça peut être franchement pratique. Souvent, c'est combiné avec une carte de crédit. Donc, c'est 100 000 total, mais si vous avez une carte de crédit de 5 000, 95 000 de marge, 5 000 de carte de crédit. Good, merci. Donc, on a des gens, je regarde dans le chat, des gens de Varennes, Saint-Apollinaire, dans le coin de Québec, je crois, Offord, Magog, Rimouski quand même, c'est assez varié. Rosemère, qu'est-ce qu'on a d'autre? Joliette, de Laval, excellent. Donc, merci d'être là en grand nombre, déjà 158 personnes. Dans notre événement mensuel, Yvan, il faut le dire, on avait quelqu'un de Hong Kong qui nous suivait. Le dernier événement de jeudi passé, il était 9 h le matin à Hong Kong, puis il nous suivait dans notre événement mensuel. Donc, ça amène une toute autre dimension, le fait qu'on soit en ligne. On est international. International, pour vrai. Là, quand on est rendu jusqu'en Asie, on est international. Il y avait quelqu'un qui nous suit coaching du Moyen-Orient aussi. Donc, en tout cas, bref, international. Good. Et il y a des gens qui ont répondu à la question de savoir s'ils avaient pris des formations ou non. Marie-Pierre qui dit plusieurs formations live et préenregistrées. Gab Séguin qui fait le fast track. Excellent. Puis bientôt dans le coaching. On a bien hâte de te voir. OK. Ben, Johan, justement, on en parlait quand je disais qu'il nous suivait du Moyen-Orient. Kaboul, qui est là, Johan, qui nous suit dans le coaching, donc qui est présent. Salut, Johan, ça fait plaisir. Good, voilà. Good. Bon, OK, on descend ça. Il y avait Luc Saint-Pierre. Moi, je m'attends à qu'une municipalité ajuste l'évaluation municipale pour être égale au prix payé pour un immeuble de 6 logements et plus. L'évaluation actuelle est 300 $ de moins que le prix payé. Donc, je sais que tu es assez bon là-dedans, Yvan, je vais te laisser répondre. Là. Est-ce qu'après un achat, est-ce que la ville réévalue dans le rôle triennal et ajuste au prix qu'on a payé le bâtiment? Habituellement, ils vont le réajuster effectivement avec le prix payé. Quand tu disais 300, ça devait être 300 000, là. 300 000 $ plus bas. Donc, habituellement, oui, ils nous envoient un petit formulaire aussi. Là, où est-ce qu'on a trouvé l'immeuble? Était-tu hors marché? Y avait-tu un courtier? Ils nous demandent un petit questionnaire. En tout cas, à Montréal, c'est comme ça. Là, et on reçoit un petit questionnaire et il faut le remplir. Puis ils vont réajuster selon le prix payé habituellement. Je ne suis pas l'expert, là, tu sais. Les gens, je sais que Patrice Ménard avait reçu un monsieur là, qui travaillait à l'évaluation de la ville à l'époque, puis il est rendu qui fait de la consultation pour les contestations d'évaluation foncière. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que Patrice a fait avec le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, il faudrait fouiller dans la page Facebook de PMML. Il y avait une entrevue avec un expert, justement, en évaluation foncière. Ça serait intéressant d'aller voir la vidéo pour avoir plus de détails. Ça vaut la peine, hein, tu sais, Yvan, pendant que je scrolle pour d'autres questions, si ça vaut la peine, ça coûte quoi? Je me souviens plus, entre 250, 400? Je me souviens 400-500 $, oui. 500 $ à faire, donc si vous avez le temps, challenger. Moi, je l'ai déjà fait une fois, puis on a baissé, je pense, notre évaluation de, quelque chose comme 200 000. Ça nous a sauvé un 5 000 de taxes, je pense que c'était dans la région de Valleyfield, donc un petit peu plus cher que Montréal. Puis ils se sont excusés, ils ont fait une erreur dans l'évaluation, donc ça a été quelque chose d'assez payant. Donc si jamais vous voulez le faire, recevez le rôle triennal, puis vous pensez que vous avez des chances, tu sais, il n'y a pas grand-chose à perdre, là. Vous mettez 500 $ dans une loto qui peut vous en faire sauver, que ça serait que 150 $ sur votre taxe. Vos taxes, fois environ 20 fois le MRN, ben, on sauve on gagne un 2-3 000 en valeur pour un petit chip-in de 400-500. Donc, gênez-vous pas à le faire. Moi, j'ai fait 3 fois. J'ai deux résultats, 2 succès sur 3. La dernière, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas été en appel ou en opposition. Ou on n'a pas. JP, tu es encore là? Oui, je suis toujours là. Excuse. Il y a eu comme un petit lag ici de mon bord. Fait que, ouais, 2 sur 3 à date dans les tentatives pour faire baisser ou faire modifier l'évaluation foncière. Robert Gaucher, ben, si tu permets, ou tu voulais. Je me disais à quelle heure tu es rendu?
Ah, je suis rendu à midi 8, Robert Gaucher. Midi 8, donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'actions dans le chat, donc on descend. Si j'ai à vendre un 4plex centenaire d'ici 10 ans, est-ce mieux de rénover ou vendre plus tard ou vendre tel quel aujourd'hui vu le marché vendeur? Ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Je ne sais pas si Yvan, tu veux y aller. Ah, c'est dur à répondre, ça, là. Ça prendrait un peu plus de détails, Robert, là-dessus. Tu sais, ton immeuble, y a-t-il besoin de travaux qui s'en viennent, des travaux majeurs? S'il y a besoin de travaux, comment ça va coûter ces travaux-là? Si c'est centenaire, y a-t-il un PIA? Donc, y a-t-il un plan d'intégration et d'implantation architecturale? Tu vas toujours te conformer aux règles en vigueur de la ville qui risquent de faire augmenter tes coûts. T'as combien d'équité là-dessus? Tu sais, as-tu beaucoup d'équité ou pas d'équité? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Faut-tu la réinvestir? C'est dur à répondre si tu dois vendre tout de suite ou attendre. Ouais, si tu me permets, moi, je vais la bonifier. Ça m'a laissé le temps d'y réfléchir un petit peu. Tu sais, Robert, je pense que quand tu investis dans un bâtiment, là, il y a deux objectifs quand tu investis dans un bâtiment. Soit que le dollar que tu investis, il sert à garder la pérennité de ton bâtiment, toiture, briques, etc., ou le dollar que tu investis te permet à monter les loyers. Et donc là, tu es sûr que tu dois garder une certaine pérennité de ton bâtiment, donc des investissements qui ne seront pas nécessairement payants. Par contre, si jamais tu commences à mettre des dollars pour des loyers, des revenus, pour moi, le calcul serait simple. J'injecte tant d'argent, ça me permet d'augmenter mes revenus de temps. En augmentant mes revenus de temps, mon bâtiment vaut plus. Et là, tu pourrais procéder à un refinancement plutôt qu'à une vente. Et fiscalement, à cause que ton refinancement, ce que tu vas retirer de ton refinancement n'est pas imposable, ça risque même d'être plus avantageux pour toi que de vendre le bâtiment. Donc, je ferais vraiment le calcul de dire le dollar que je mets en investissement à l'intérieur des logements, combien je vais être capable d'augmenter mes revenus et combien je vais être capable de refinancer. Fait que ça serait vraiment un beau petit calcul à faire. Et regarde avec ton comptable, voir la différence entre un refinancement et une vente. Et c'est pour ça que des fois, c'est dur de trouver des vendeurs motivés parce qu'ils vont tout le temps préférer refinancer que vendre à cause que fiscalement, ils ne sont pas nécessairement imposés. Là. Parce qu'imagine qu'un vendeur a détenu son bâtiment longtemps, qui est complètement amorti. Je ne sais pas si c'est ton cas, Robert, mais il est complètement amorti. Donc, au moment de la vente, il va avoir énormément d'impôts à payer. Donc, ça serait ce petit calcul-là que je ferais pour toi. Puis sinon, si c'est $1 pour la pérennité, j'hésiterais pas à l'investir. Parce que quand on n'investit pas justement sur la pérennité du bâtiment, c'est sûr que ça va s'impacter dans le futur et c'est sûr que tu vas être négocié ton prix là, si tu as des problèmes avec ton bâtiment. De retour à toi sur la passerelle, Yvan. Yes, merci. J'ai spoté la question à midi et 9 de Patrice Robert. Donc, bonjour. Si la mention sans garantie légale n'est écrite nulle part sur une propriété des années 80, par défaut, ça signifie avec garantie légale, effectivement. Donc, par défaut, c'est vendu avec garantie légale, à moins que ce soit mentionné dans le listing, à moins que ce soit mentionné dans une déclaration du vendeur. Peut-être qu'il va y avoir une modification qui est faite en cours de route. Après l'inspection, on dit « Ah, ça m'intéresse toujours ton bâtiment, mais c'est 100 000 de moins. » Mais là, le vendeur pourrait dire « OK, je vais l'accepter à 100 000 de moins, mais j'enlève la garantie légale. » Donc, elle peut être enlevée en cours de route. Et là, dans ta question, je comprends bien, le notaire, il veut rajouter la mention sans garantie légale alors qu'il n'y avait aucune mention qui est affichée ni dans l'annonce, ni dans DV. Donc, la réponse est non, il ne peut pas faire ça normalement, à moins qu'il y ait eu une modification qui t'a passé sous le nez et qu'ils t'ont joué un petit tour en cours de route, puis tu ne l'as pas vu. Là, mais normalement, s'il n'y a pas de mention, c'est avec garantie légale. À moins que ce soit évidemment une reprise bancaire. C'est à 100% vendu sans garantie légale. Donc, habituellement, c'est mentionné, par contre, dans les reprises bancaires. Donc, fais attention pour ne pas te faire passer une petite vite là-dessus. Il y avait un point, ça a été répondu par Marie-Pierre, mais je pense que c'est un bon point aussi. Je vais sauter là-dessus encore, Robert. Bonne question. Avec l'augmentation du prix des matériaux, les 2x4, etc., bon, est-ce que les assurances vont s'ajuster? Il faut faire attention parce que dans les assurances de Plex, c'est considéré des assurances résidentielles. Donc, oui, ils vont ajuster les prix en conséquence, etc. Donc, les renouvellements vont en prendre ça. Par contre, quand ce qu'on appelle de l'assurance commerciale, donc dans le multilogement, il y a quelque chose qui s'appelle la règle proportionnelle.
et vous êtes responsable vous-même de déterminer le coût de reconstruction. Donc, c'est quelque chose à faire attention là, sur vos polices d'assurance quand vous assurez pour un certain montant. C'est le montant de reconstruction tel quel de votre bâtiment. Donc, s'il y avait une fondation en pierre, c'est une fondation en pierre. S'il y avait 2 couches de toiture, ben, ça peut paraître ridicule, mais il faut réévaluer les coûts pour reconstruire, par exemple, 2 couches de toiture. Donc, à faire attention parce qu'effectivement, avec l'augmentation des prix, les coûts de reconstruction ont augmenté. Donc, peut-être quand vous allez recevoir vos renouvellements d'assurance ou si vous voulez faire le tour tout de suite, vous assurez que vous êtes proche du montant de reconstruction. Parce que, comme j'ai dit, il y a une règle proportionnelle là, entre 80 et 90 % généralement. Donc, vous devez être à 80 % au moins du coût de reconstruction. Si vous n'êtes pas dans la cible, ils vont vous envoyer la facture proportionnellement pour le reste des travaux. Donc, c'est important. C'est pas un cours d'assurance, mais j'en avec votre courtier d'assurance. Gardez ça en tête. Règle proportionnelle avec coût de reconstruction, c'est très important. Merci, Jimmy. On vous rappelle que le 24 avril prochain a lieu le prochain événement mensuel de réseautage. On serait curieux de savoir qui était là lors du dernier événement la semaine passée. Donc, dans le chat, laissez-vous aller à savoir si c'est là ou pas. On serait curieux de savoir ça. Donc, super bel événement. Entre 200 et 300 personnes à chaque fois. Il y a des salons thématiques. Donc, on arrive dans la salle principale pendant 15-20 minutes. Et à partir de 7h20 environ, on ouvre des salons et il y a des thématiques. Ça peut être, par exemple, le commercial, ça peut être les flips, ça peut être l'achat de terrain, la vente de PA. Bref, on a des experts qui sont là pour modérer et animer, dans le fond, les salons. Et c'est vraiment un bel événement là, à valeur ajoutée. En plus, c'est gratuit. Donc, on vous invite à être là le 24 avril prochain. Ouais. On est combien de coachs, je pense? 9 ou 10 au total, à peu près? Donc, c'est quasiment tous des coachs, parfois des membres corporatifs, là, mais oui, une belle brochette de coachs qui est là, qui normalement roule à 250 pièces de l'heure. Exactement. Oui, même Richard qui est plus que ça. Mais imaginez, là, vous avez toute cette connaissance-là absolument gratuitement. C'est tout simplement fabuleux, puis c'est vraiment plaisant parce qu'on peut vraiment se promener de salle en salle. Mais bref, le coût de tous ces coachs-là qui sont là gratuitement, profitez-en. Excellent rapport qualité-prix. Oh oui! À l'infini, rendement à l'infini comme on aime tellement en immobilier. Oui. Déjà 191 personnes ont peut-être atteint le 200 ce midi. Merci d'être là en grand nombre. Et avant d'aller dans une prochaine question, on vous rappelle une nouveauté du club qui est un magazine virtuel, donc le e-mag du CIQ, pour ceux qui auraient des services ou des produits à offrir à des clients ciblés. Hein. On est 35 000 membres au club. On a 63 000 fans Facebook, 6 000 sur LinkedIn. Donc, vous pouvez vous publiciser via le club et rejoindre ces gens-là en annonçant dans le magazine du CIQ ou peut-être en devenant membre corporatif également. On a également une autre nouveauté qui est le groupe des femmes, donc les femmes en immobilier. On a un groupe Facebook pour ça. Il y a déjà près de 200 femmes qui ont joint le groupe. On vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et de partager, dernière petite annonce, partager le live pour courir la chance de gagner les prix qu'on va faire tirer à la fin du live. OK. Est-ce qu'on a ciblé une autre question, Jean-Philippe? Tiens, Simon Forêt. Ici, je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur la ville, là, mais c'est. Alors, t'es rendu, excuse, juste me situer. Hey, 21. 21. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur la ville. Là. Écoute, je te laisse les regarder si jamais tu veux en prendre une question, Yvan. C'est des questions quand même assez précises, des fois qui sont des fois un petit peu difficiles à répondre en général, mais voilà. Donc, Simon, moi, je peux répondre parce que j'ai déjà eu ce type de logement-là, pas à Montréal, mais je l'ai eu à l'extérieur. Pouvez-vous nous expliquer les avantages et inconvénients des immeubles qui sont vendus avec des logements financés par la ville? Là, je vais juste faire un lien, Simon, parce qu'il pourrait y avoir différents types de financement. Moi, j'avais des logements qui étaient subventionnés par l'OMH, l'organisme municipal pour l'habitation. C'était pas à Montréal, mais je présume que c'est la même chose dans toutes les villes. Donc, c'est des logements à prix modique. J'espère que c'est ça, Simon, parce qu'il pourrait y avoir d'autres liaisons là, en fonction. Des fois, il y a certaines subventions qui vont, certaines subventions ou des financements qui vont lier le prix des logements. Mais basons sur le fait que c'est l'OMH. L'avantage, c'est que il n'y aura jamais
un paiement en loyer en retard. Donc, la personne qui paye son loyer modique en paye une toute petite partie et le reste, c'est l'OMH qui va faire le chèque. Je te dirais que c'est pas nécessairement avantageux pour l'investisseur immobilier parce qu'on est évidemment très, très lié par les règles de la régie dans ce genre de logement-là. Donc, on ne peut pas arriver à l'OMH puis essayer de négocier une augmentation de 45 parce que tu as eu des bons services, puis, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux négocier, ce que tu pourrais négocier avec un locataire ou un transfert de facture d'énergie, évidemment. Donc, ce qui a été entendu est pas mal dans le béton et c'est la règle à fixation de la régie qui est évidemment très désavantageuse pour les propriétaires qui va être appliquée. Donc, aucune vacances, aucune mauvaise créance pour ces logements-là, mais très, très peu d'optimisation. Donc, c'est à moins que tu aies un parc qui n'est pas du tout optimisé et que c'est pas ton but. Moi, j'aime pas tellement ces logements-là. Donc, j'espère que j'ai bien ciblé Simon au niveau de la question et que c'était cette subvention-là. Mais bon, au moins, on aura répondu en général pour des logements subventionnés par l'OMH. Ivanos? Yes, on a Sandra qui nous a dit dans le chat, 20 avril, le prochain événement mensuel, dans le document pré-QR, on avait le 24 avril, donc petite coquille ici. Donc, merci de prendre ça en note. Peut-être, Sandra, de reposter, s'il te plaît, l'information. Marie-Pierre Lefebvre, à midi 24, qui, merci en passant à Marie-Pierre d'alimenter le chat. Tout semble être en feu ce midi. Comment on fait pour se renseigner sur les avis de non-conformité? Ce ne sont pas encore sur le papier de la ville. C'est pas, d'après moi, si ce n'est pas encore sur le papier, il n'y aura pas moyen, peut-être, de demander au vendeur. Donc, demander au vendeur de remplir la déclaration du vendeur et il y a une question et dans le fond, la question c'est est-ce qu'il y a des avis de non-conformité qui ont été enregistrés sur l'immeuble? La réponse est oui. Demande-lui de le fournir, mais si ce n'est pas encore rendu au papier et sur papier à la ville, d'après moi, tu n'auras pas moyen d'avoir cette information-là, à moins que JP aurait quelque chose que je ne connais pas. Là, mais si certificat de localisation, c'est sûr que si on refait un certificat de localisation, puis là, c'est sûr que l'arpenteur va noter une non-conformité par rapport au règlement de la ville. Donc, et certains, là, pas tous, là, mais le certificat de localisation, sur tout ce qui est l'immeuble extérieur, la marge ou autre, ça va être noté qu'il y a une non-conformité à ce niveau-là et ça n'a pas été donné à la ville. Donc, il y a certaines non-conformités qui vont être là. Excellent, bon point. Merci, JP. De rien. Qu'est-ce que tu as d'autre dans le pipeline? Là, il y a Jonathan Morin qui pose une question sur la subvention du vendeur. C'est une technique qu'on enseignait au club, ça fait longtemps, là, qu'on enseignait cette technique-là, mais il y a eu un jugement qui est sorti qui vient dire que c'est contraire à l'ordre public. Ce n'est pas illégal fiscalement parlant. Le principe est toujours valable, mais d'un point de vue ordre public, c'est un petit peu, ça va à l'encontre. Donc, on a mis sur pause cette technique-là. Qu'on enseigne dans le coaching, ceux qui prennent les 10 mois, c'est sûr qu'on ne fera pas un recap dans un question et réponse. C'est trop compliqué à réexpliquer tout ça. Mais on espère qu'il va y avoir un jugement qui vient dire que si c'est pour fin de travaux, ça peut être correct de faire la subvention. Donc, aussitôt qu'on a un jugement qui est favorable, on va pouvoir vous revenir là-dessus, Jonathan. Diane, maintenant, qui disait « Bonjour, j'ai une PA acceptée sur un quartier, 12 logements, zonée 12 logements dans les Moilous. Je pense qu'en réalité, il serait possible d'en ajouter 4 logements. Donc, j'imagine, Diane, à la ville, tu donnes cette information-là. Donc, on fait juste le rappeler pour ceux qui commencent, hein, dans un zonage, comment on peut savoir ce qui est possible de faire. Ça s'appelle une grille des spécifications. Donc, pour chaque zonage, la première chose qu'on doit faire, c'est déterminer l'immeuble est situé dans quel zonage, OK, en premier. Et la deuxième chose, on va voir la grille des spécifications. Donc, ça va tout être écrit. L'occupation sol, les marges, nombre d'étages, logement, etc. Donc, dans une page, ça va tout être écrit ce qui est possible de faire sur ce lot-là. Donc, ça a été vérifié, j'imagine, on va supposer. Avec les délais serrés, comment estimer la rentabilité du projet? Diane, tu n'auras pas le choix d'y aller avec une estimée plutôt grossière. C'est sûr que dans le cas d'une PA, tu vas avoir un délai serré, donc peut-être dans ton réseau de contacts, un entrepreneur qui l'a déjà fait, ou je ne sais pas si Diane, tu es dans le coaching aussi, on a un groupe Facebook privé avec tous les gradués du coaching, évidemment très actifs. Tu peux poser la question, voir si c'est des entrepreneurs qui ont déjà fait ça. Et d'y arriver avec une estimée, moi je ferais le projet avec une estimée au pied carré.
Donc, je vérifierai à l'intérieur du bâtiment c'est quoi le renforcement de structure que j'ai besoin de faire pour ajouter un étage, parce que c'est fort probable que tu vas avoir un renforcement de structure. Renforcement de structure, un coût au pied carré pour ton étage supérieur. Donc, tu définis, d'après moi, tu vas être dans le 200 250 $ le pied carré pour acheter un étage. Prends pas ça pour du cash, j'ai pas vu ton bâtiment, mais je fais juste te dire que ça va être beaucoup plus cher de rajouter un étage. Ensuite, on essaye d'estimer à combien on va être capable de louer et il faut faire le 80-20. Donc, on estime 80% de justesse avec 20% de l'effort pour faire ta PA. Puis une fois que tu vas être dans les délais, après ça, tu vas avoir plus de temps pour analyser, mais garde-toi une bonne marge de manœuvre, mais c'est avec ça. Prix au pied carré, puis ensuite, combien je vais être capable de louer, ça va être quoi la valeur. C'est comme ça que tu devrais le faire. Et n'oublie pas que, comme je t'ai dit, tu vas devoir sûrement renforcer la structure pour y ajouter un étage. Good. Merci, JP. On a une autre question pour toi. Pendant que tu vas la lire, je vais annoncer les prochaines formations. C'est Geneviève Sénécal, à midi 26. Encore une question d'assurance. On sait que tu aimes ça, les assurances, puis les coûts de reconstruction et tout ça. Donc, pendant que je vais annoncer les prochaines formations, tu peux la lire. Donc, 6 avril, comment acheter mon premier toit sans comptant. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont locataires, qui sont chez leurs parents, qui habitent chez leurs parents. Donc, une belle façon là, de faire un bon premier achat, c'est de se former durant cette formation-là. Ensuite, 9 avril, IMO 101, indépendance financière grâce à l'immobilier, essentiellement axé sur les immeubles à revenus. C'est sûr qu'il y a des trucs qui vont servir au flip, mais essentiellement, la formation est axée sur le multilogement. On a également une cohorte de coaching qui débute le 9 avril prochain. Donc, c'est les vendredis, c'est 10 vendredis de 9h à 16h. Ensuite, gagnez vos recours au tribunal administratif du logement avec notre ami Gilles Laferrière, qui est vraiment un king là, de la régie du logement. C'est le 10 avril prochain. Voilà, JP. Yes, Geneviève, good. Fait que je vais l'aller pour tout le monde ici. Pour le refinancement, le coût de reconstruction est trop bas et la banque veut augmenter ce montant du prêt hypothécaire. Première chose dans la question, effectivement, les banques vont toujours demander que la créance soit assurée au minimum au montant du prêt hypothécaire. Donc, la banque, elle prête, elle a un danger que le bâtiment passe au feu. Si le bâtiment passe au feu, elle veut au minimum que sa créance hypothécaire soit assurée. Donc, vous ne pouvez pas avoir une assurance en bas du solde hypothécaire, c'est sûr. OK? Fait que première chose. Deuxième chose, bon, les assurances ne veulent pas m'assurer pour plus. Que feriez-vous? Geneviève, je ne comprends pas pourquoi l'assurance ne voudrait pas aller t'assurer pour plus. Tu as un prêt hypothécaire plus élevé, tu dois aller chercher. Donc, si jamais tu as un problème comme ça avec ton courtier hypothécaire, fais juste changer. Parce que ça n'a fait aucun sens ce que tu me dis là, que tu ne seras pas capable d'aller jusque-là. Donc, il y a plusieurs courtiers. Il y en a évidemment au club, groupe BCM. Régis, c'est Allison du groupe BCN qu'on a reçu. Moi, je fais affaire aussi avec OVC, donc on vous couvre. Victor, un fervent de la semaine des millionnaires. Donc, ça prend quelqu'un qui est dynamique, ça prend quelqu'un qui résout ces problèmes-là. Et on le répète jamais assez dans l'immobilier, ça prend l'équipe de rêve, ça prend vous êtes chef d'orchestre et tous vos intervenants sont des musiciens, ça prend les meilleurs musiciens. Et là, quand tu es en train de te battre sur quelque chose qui est juste normal, c'est un problème et tu dois changer, s'il vous plaît. Fait que voilà, Geneviève, c'est dit. Excellent. On a Jean-Philippe Duchesneau à midi 28. Pourquoi la banque ne regarde pas les revenus d'un 4 logements, mais à partir d'un 5 logements seulement? Il faut comprendre, Jean-Philippe, pour les petits immeubles, dans le fond, la valeur est basée uniquement sur l'offre et la demande. Donc, combien se sont vendus les propriétés dans le secteur. Donc, pour un 4 logements, la banque va te financer sur la valeur marchande et les revenus vont être écartés. Ce qu'ils vont prendre en compte, c'est tes revenus personnels. Donc, est-ce que toi, personnellement, tu es capable de te qualifier pour un emprunt d'un 4 logements? Tandis que 5 et plus, c'est vraiment comme une business et la banque va regarder les revenus et les dépenses de l'immeuble pour savoir combien l'immeuble peut supporter. Et à partir de là, vont te financer selon les revenus et dépenses du 5 logements. Il faut faire attention, par contre, 5 logements, c'est une zone grise. Parfois, c'est considéré, c'est calculé sur tes revenus personnels à toi, ta capacité d'emprunt. Et parfois, c'est considéré comme pour l'autonomie de l'immeuble. Un 5 logements, c'est vraiment à cheval entre les deux techniques. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu as quoi ajouter là-dessus, JP.
Non, c'est pas mal complet. J'étais dans les questions, je sautais pour Jonathan Morin, une question qu'on a souvent là, au niveau des logiciels comptables et autres, lesquels on utilise. Je pense qu'il y en a un qui domine pas mal le marché, là, tout dépendant de votre taille de multilogement, mais Proprio Expert. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui est très, très, très utilisé. Il y a Building Stacks, qui est l'ancien Domum Link aussi, qui est peut-être intéressant pour vous, si vous voulez regarder. Puis si jamais vous êtes devenu très, très gros, généralement, les plus gros portefeuilles vont utiliser Hopem, H-O-P-E-M. On voit ça plus dans les gros propriétaires immobiliers, c'est un petit peu plus coûteux. Mais sinon, règle générale, là, 9 fois sur 10, Proprio Expert Web. Pour l'instant, par contre, JP, parce que là, il y a Upperbee qui s'en vient, qui rentre. Oui, c'est vrai, absolument, c'est vrai, j'allais oublier. Ben oui. Qu'on a reçu lors d'un live il y a à peu près un mois. Donc, allez dans le Facebook, retrouver une entrevue qu'on a fait avec Clément Beauchesne de Upperbee. Upperbee, c'est le produit. Là, la compagnie, c'est Rentalis Solutions. Donc, ils gèrent déjà, je pense, 10 à 13 000 unités avec, c'est plus des condos qui sont gérés pour l'instant, mais ils ont ouvert une division immeuble à revenus. Donc, puis je pense qu'ils vont rentrer fort dans le marché. Ils ont vraiment un beau produit très, très complet. Donc, allez voir ça, Upperbee. U-P-P-E-R-B-E-E. Tu fais bien de me le rappeler, Yvan. Effectivement, on a bien hâte, là. C'est sûr qu'on n'y a pas pensé parce qu'il est tout nouveau, mais j'ai bien hâte de voir parce qu'il y a encore beaucoup de place à l'amélioration dans tous ces logiciels-là de systématisation. J'ai bien hâte. Il y avait Ken qui posait une question, c'est une très longue question, mais elle est, disons, la question revient beaucoup là, dans les instabilités qu'on a. Donc, en gros, si on résume la question, Ken, il achète un bâtiment d'1 million SCHL, il y a un prêt de 850 000 dans 5 ans. Il dit de façon pessimiste, il y a un crash, la valeur marchande vaut de 750 000. Est-ce que la banque va me demander de rembourser la différence entre mon solde hypothécaire? OK. Premièrement, Ken, je vais te le dire, Jacques l'a déjà vécu et ça a été une des pires erreurs des banques parce que justement, ils ont demandé ça et qu'est-ce qui est arrivé? Toi, ce que tu peux faire, c'est juste laisser les clés du bâtiment à la banque. Donc, ça a été vu dans les années 90 où est-ce qu'il y avait eu une grosse perte de valeur et les gens laissaient les clés. Les banques, je connais pas toute l'histoire de Jacques, évidemment. Je n'étais pas dans l'immobilier à l'époque, mais ça a pris presque 10 ans aux banques de liquider l'inventaire, premièrement. Deuxièmement, OK, il faudrait, sur un terme de 5 ans, il faudrait une catastrophe Godzilla incroyable pour que dans 5 ans, ton bâtiment vale moins cher que ce qui te reste à payer parce que pendant 5 ans, tu as continué à payer. Tu avais une marge de départ sur ton paiement. Ensuite, tu as capitalisé ton prêt. Et là, tu arrives dans 5 ans avec peut-être un solde de 650 000. Il faudrait que ton bâtiment il aille passer d'1 million à 650 000. Je pense que d'ici là, je pense qu'il va y avoir une crise économique pas mal mondiale si jamais ça t'arrive. Là. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus sur un terme de 5 ans. Voilà, Yvan. Merci, JP. Midi 40, on se dirige vers le dernier segment là, du QR. On a une question de Martine Brault, midi 31. Donc, on a un petit 9 minutes de délai dans nos questions. L'achat d'une maison qui doit être démolie pour acquérir les 2 lots s'y trouvant, dois-je visiter tout de même la propriété et quelle clause échappatoire pourrais-je inscrire? OK. Moi, je te conseille de la visiter quand même, la propriété. D'un coup, il y aura une contamination du sol. Hein, puis, toi, tu dis, je vais acheter cette maison-là, je vais la démolir de toute façon. Fait que je ne vais pas faire l'inspection, je ne la visite pas, je l'achète, j'arrive à la démolir, sol contaminé, amiante. Hein, il y a de l'amiante dans la propriété qui fait que la démolition ne coûtera pas la même chose. Donc, ça serait sage quand même de la visiter. Et je ne sais pas, Martine, si tu achètes via un créancier, mais si c'est une banque ou une caisse qui va financer la propriété, tu risques d'avoir un petit problème parce que la garantie du créancier, c'est la maison. Habituellement, ils ne prêtent pas pour des terrains. Donc, ils vont prêter en fonction de la valeur de la propriété. J'imagine qu'elle doit être assez désuète quand même là, pour être démolie. Donc, si tu achètes la maison via un créancier, tu démolis sans lui dire, ben là, tu viens d'enlever sa garantie. Fait que tu vas avoir un petit problème. Et dans ce cas-là, il faudrait que tes 2 lots valent assez cher pour que la banque, le créancier, accepte
que tu achètes ça, que tu démolis, puis qu'il n'y ait plus de maison dessus, puis que les deux lots valent quand même ce qu'ils ont prêté, ce qui est quand même assez rare. Donc, peut-être un prêteur privé ferait l'affaire, Martine, dans ce cas-là. Prêteur privé, tu expliques ton projet, tu veux acheter pour démolir et reconstruire quelque chose, j'imagine, là-dessus. Donc, le prêteur privé va être plus enclin à aller de l'avant. Quelle clause échappatoire? Moi, j'aurais tendance à avoir la grille d'usage, à obtenir la grille d'usage, comme disait tantôt Jean-Philippe, et voir qu'est-ce que tu peux construire là-dessus, puis te mettre une clause qui dit que c'est conditionnel à une... je cherche le thème, pas une approbation, là, mais de vérifier dans le fond est-ce que ton projet soit viable face au règlement de la ville. Parce que si tu veux faire un 12 logements puis la ville permet juste un 6, peut-être que ton projet ne tient plus la route. Donc, ce serait la clause échappatoire que je mettrais. Peut-être aussi un test de sol, de capacité portante, parce que tu as une maison que tu veux démolir, tu veux faire un 12 logements, garage souterrain, ça prend un sol qui le permet aussi pour accueillir cette charge-là. Donc, test de sol peut être une porte de sortie également pour toi. JP, t'avais dit quelque chose? Non, c'est bon, surtout prêteur privé, tu l'as dit. Parce que normalement, quand tu signes ton contrat hypothécaire, là, ton acte hypothécaire, il est écrit que tu dois tenir les choses en bon état. C'est ce que les banques feront. Mais évidemment, ils n'embarquent pas dans la spéculation. Donc, démolir, puis ensuite, une fois le terrain va avoir certaines valeurs, donc là, c'est possible d'y aller avec ça. Question boule de cristal, Yvan. Rapidement, est-ce que tu penses que les maisons intergénération vont être de plus en plus populaires avec tout ce qui se passe dans les CHSLD et autres? C'est sûr que ça a peut-être augmenté quand même un peu. Aussi, la COVID peut changer la donne. Mais de là à dire qu'il va y avoir une énorme hausse, moi j'en doute. C'est sûr que c'est intéressant comme concept, là, mais pas de quoi qui est très, très marqué, là, selon moi. Je ne pense pas que ça va augmenter de beaucoup, mais c'est très dur à prévoir. C'est dur à prévoir. Moi, je fais juste vous dire, là, on a souvent une mémoire de poisson en tant que collectivité. Là. Il va y avoir un gros événement, comme par exemple le COVID. Il va arriver aussi des inondations. Nous autres, on avait vu ça dans le coin de Vaudreuil beaucoup. Les inondations, puis là, finalement, 1 ou 2 ans plus tard, on oublie complètement qu'il y avait une inondation, puis on va acheter la maison. Qui était là. Donc, ma boule de cristal dit que, d'après moi, ça va revenir assez vite à la normale, tout ça. Il va y avoir une mémoire de poisson. Est-ce qu'il va y avoir un impact possible? Mais je pense qu'il faut essayer de projeter comment on va oublier tout ça. Donc, en tout cas, tant qu'à moi, parce qu'il y en a qui avaient prédit la mort des centres-villes, etc. Moi, ça n'arrivera jamais. Là. Jamais dans 100 ans que les centres-villes vont mourir parce qu'il va y avoir des échanges d'affaires, les gens vont vouloir connecter. Puis le télétravail, ça va sûrement rester aussi. Sauf que, dites-vous, là, on engage quelqu'un dans une nouvelle entreprise, il est chez lui, il rencontre personne, il va avoir une perte de productivité à avoir les contacts là-dedans. Donc, est-ce que ça va être une partie moitié-moitié, 2 journées ou à la maison, possible? Mais regardez bien, là, quand on marque mes mots, là, dans 2-3 ans, passé la pandémie, si on ne sera pas revenu exactement où est-ce qu'on était, avec peut-être un petit peu plus de télétravail. Mais c'est ma boule de cristal, donc ne lancez pas, ne tirez pas de flèche. C'est simplement mon opinion, ma boule de cristal. On verra ce que le temps dira. Voilà, donc c'était mon commentaire pour Nathalie. Sinon, il y avait Nathalie Hood, cette fois-là, qui disait, pour ceux et celles qui se posent la question, elle vient de faire son coaching et elle apprécie beaucoup. Merci Nathalie, c'est gentil du commentaire. Merci pour les bons mots. On est content que tu apprécies, puis on espère que tu vas passer à l'action pour mettre en application tous les bons trucs que tu apprends. Donc, dernière chance de courir la chance de gagner un des 3 prix qu'on fait tirer dans à peu près 10 minutes. Donc, on fait tirer un rabais de 200$ applicable au coaching régulier. S'il y a des gens du coaching régulier ici qui l'ont déjà fait puis qui gagnent, ça sera applicable au coaching avancé. Donc, il y a une autre série de discours par la suite. On fait tirer le livre 101 trucs en investissement immobilier et un certificat cadeau de 50$ applicable à une formation à la carte. Et voilà. Donc. Question de Stella, Yvan. Stella, question relativement facile à répondre. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le calcul du financement des 6plex, 8plex et 10plex? 6plex, il y a une différence à la SCHL. Okay, principalement, pourquoi les ratios de couverture sont différents dans le 6plex, dans le 5 et 6 en fait. Là. Donc,
le 5 est également inclus là-dedans. 1,1 à l'achat, 1,2 au refinancement, les ratios de couverture de dette. Donc, le 6 logements, il y a une différence. Ensuite, 8-10 plex, qu'est-ce qui va changer? C'est la normalisation des dépenses. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on voit là, dans le cours dans le cours 2 du coaching ou dans le cours transformé en opportunité des multilogements trop chers. On définit ces ratios-là. Donc, effectivement, plus le bâtiment grossit jusqu'à 12 unités, on va avoir une gradation des frais de conciergerie, une gradation des frais d'administration et une gradation conciergerie, administration, j'oublie. La vacance va changer aussi et les frais de réparation, voilà. C'est lui que j'avais sur le bout de la langue. Donc, les frais de réparation ici vont grader. Donc, normalement, plus on monte en taille, plus ça coûte cher ces frais-là. Donc, ça impute un petit peu plus de dépenses. Donc, à ce niveau-là. Mais sinon, 5-6 logements, ratio de couverture de dette 1,1 ou 1,2 au refinancement. Voilà. Et il faut comprendre aussi que les banques, dans le conventionnel, ils ont leurs propres règles. C'est sûr qu'ils doivent respecter, dans le fond, la loi des banques là, de financer au maximum à 80 %, mais gardez en tête que la Caisse Desjardins n'est pas une banque, donc elle n'est pas soumise aux lois des banques et ils sont plus flexibles. J'ai vu des gens financer un 20 logements à 80 % là, à 80 %. Donc, c'est ça. Des fois, les caisses sont plus flexibles, là, sont plus flexibles que les banques. Si je peux me permettre une bonification là-dessus, Yvan, pour avoir joué beaucoup dans ces lois-là, dans Feu, un projet qu'on voulait démarrer. En fait, c'est les lois sur les banques s'appliquent jusqu'au 4plex. Donc, passé ça, les banques sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais ils sont assez stricts sur le 25 % de mise de fonds, mais ça pourrait arriver que ça change ou autre. Mais normalement, là, les lois des banques, c'est jusqu'au 4plex. Après ça, dans le commercial, le gouvernement considère qu'on est des grands garçons et grands garçons, grandes dames, et que vous êtes capable de gérer vous-même, mais les banques vont quand même être assez stiffs sur le 75 %, mais les ratios de couverture de dette peuvent bouger beaucoup, surtout sur chez Desjardins. J'ai déjà fait une acquisition d'un ratio de couverture de dette de 0,98, donc j'étais cash flow déficitaire avec Desjardins, où des fois, c'est déjà arrivé qu'on regarde le ratio de couverture de dette du portfolio complet. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, ils regardent le ratio de couverture de dette de tous vos immeubles. Et là, ils vont dire, OK, tu te qualifies pour 1,4 ou 1,5 de ratio de couverture de dette pour tout ton parc. Et donc, là, ils peuvent être plus agressifs sur un achat en particulier. Donc, beaucoup de flexibilité chez Desjardins. Évidemment, sont les plus gros dans le multilogement au Québec. Good. Merci, JP, pour cette bonification. Martine Lambert, midi 41, toujours en retard de 9 minutes. Je ne sais pas si on va être capable de répondre à toutes les questions, mais bon. Ce sera le 12 avril, c'est le 12 avril prochain pour si jamais on n'a pas eu le temps de répondre parce qu'on prend congé la semaine prochaine. Donc, Martine Lambert demande, elle dit en premier qu'elle débute dans le domaine, peut-être qu'on a déjà répondu à la question, qui est à savoir au moment de l'achat d'un triplex ou d'un quadruplex, par exemple, les loyers sont vraiment trop bas par rapport au marché, donc c'est pas rentable. Et comment on peut augmenter les loyers au moment de l'achat? Donc, au changement de propriétaire. Est-ce qu'on peut passer de 600 à 675? Comment on s'y prend? By the book, si tu suis les règles, tu dois conserver les baux en vigueur. C'est pas parce qu'il y a un changement de propriétaire que les baux ne s'appliquent plus. Donc, tu dois respecter le bail et tu ne pourras pas le faire au changement de propriétaire, à moins de t'entendre à l'amiable avec eux. Et c'est sûr que si tu négocies à l'amiable, on ressigne un nouveau bail à 675, les deux parties sont d'accord, ça pourrait se faire. Par contre, je t'invite à aller sur je vais le trouver d'ici la fin là, du live, là, mais il y a un petit mot-clé écrit dans Google pour trouver un article qui est paru dans Radio-Canada, je crois, il y a à peu près un mois. Et les propriétaires à Québec ont acheté, je pense que c'est un 6 logements ou un 8 logements, puis ont renégocié les baux et tout le monde était d'accord. Par contre, à un moment donné, une fois signés, les locataires se sont mis contre les propriétaires, se sont parlé entre eux, puis ont décidé de changer d'idée, puis faire appel à un avocat, une avocate, et là, ils contestent dans le fond l'augmentation qu'ils ont signée de gré à gré, sans aucune menace, et ils s'en vont en cours avec ça. Puis je crois que les locataires vont demander 40 000 de dédommagement chacun. C'est exagéré un peu là, comme montant, là, mais je vais vous trouver l'article. Peut-être qu'on l'a dans un autre live, mais je vais vous trouver l'article qui parle de ça. Donc, faites attention.
Oui, on peut renégocier le montant avec le locataire, mais il y a quand même des risques associés à ça. Sinon, tu le fais au changement, tu le fais au renouvellement du bail, une fois que ça vient à terme. JP, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Non, mais je sais mais en tout cas, sans le nommer, là, quelqu'un qu'on connaît, là, que c'est arrivé justement. Donc, je pense que l'astuce aussi, ça serait peut-être d'enregistrer quand vous signez En fait, c'est qu'ils doivent être informés de leurs droits, premièrement. Deuxièmement, ça doit être fait sous aucune menace, là. Donc, idéalement, d'être deux, peut-être en enregistrant également la conversation. Donc, je peux dire, là, juste pour s'assurer que tout est OK. Donc, normalement, s'ils ont été informés de leurs droits, que ça s'est fait sans menace aucune, ben là, je verrais difficilement un cas là, où est-ce qu'on viendrait se rétracter. Là. Donc voilà. Parce que dites-vous qu'on est toujours les méchants. On est toujours les méchants, donc c'est difficile. On est tout le temps, on est tout le temps les méchants. Et justement, que la personne que je peux peut-être pas nommer parce qu'elle veut peut-être pas partager l'histoire à tout le monde, mais elle est arrivée en cours bien habillée, veston cravate, puis ça a été utilisé contre eux. Vous voyez comment c'est des hommes d'affaires sans scrupules, ils veulent profiter de nous, etc. Donc, un peu dommage, mais essayez toujours d'être collaboratif. Essayez toujours d'être collaboratif le plus possible, jamais nécessaire, jamais rentrer, jamais essayer d'abuser quoi que ce soit. Puis je pense que votre bonne étoile va vous suivre quand même. Il y avait Jean-Philippe Duchesneau qui disait avez-vous des astuces pour accomplir un bon flip de maison dans le marché actuel et avec le prix des matériaux, Yvan? Je pense que tu es un spécialiste des flips, là. Oui, il n'y a pas grand astuces. Je pense que tu es un spécialiste des flips. Oui, mais il n'y a pas grand astuces avec les prix, l'augmentation des prix qu'on a là. Évidemment, c'est demander plusieurs soumissions pour essayer d'avoir le plus avantageux et en passant, le moins cher n'est pas toujours le mieux. Mais tu peux peut-être utiliser le principe là, que tu payes tes gens rapidement puis tu obtiens un crédit. Tu sais. Fait que tu payes tes fournisseurs rapidement puis tu obtiens genre un 2 de crédit parce que tu payes rapidement. Fait que ça pourrait être une option. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire actuellement avec la hausse des prix. Là. On demande des soumissions puis on paye rapidement pour avoir un escompte. Ben, si je peux bonifier, Yvan, puis ça a été un conseil qu'on a reçu justement dans nos rénovations actuelles. Il y a il manque beaucoup de matériel aussi, puis les prix augmentent pas mal sans arrêt. Donc, si vous êtes capable de précommander, mettons que la transaction est sûre que ça va chez le notaire, de précommander vos matériaux, puis si vous êtes capable de les storer, comme ça va au moins geler vos coûts. Puis vous allez les avoir disponibles. Là, puis mettez un bon cadenas, là, si vous enfermez votre 2x4 dans une grange, un bon cadenas, parce que c'est rendu de la valeur, c'est rendu que ça vaut cher. Mais de précommander vos matériaux le plus possible pour être sûr de ne pas être en pénurie. Puis la deuxième chose que je veux vous dire aussi, donc on entend souvent le marché. Écoutez, il y a des bonnes transactions dans les mauvais marchés, puis il y a des mauvaises transactions dans les bons marchés. Donc, oui, il y a beaucoup de demandes, mais ça va vous servir aussi en tant que flip. Donc, si le marché est chaud, vous achetez, vous revendez dans un marché chaud. Donc, l'avantage est là. C'est ce qui est beau dans un flip, c'est que tu fais juste une entrée et une sortie rapide dans un marché. Donc, c'est cher, ça va se revendre cher également. Donc, faites juste penser à ça. Donc, ça serait la petite truc que je voudrais dire aussi. Voilà. Good, mais ça, c'est comme le principe de l'œuf et la poule. C'est dans le sens que là, il y a une pénurie de matériaux, les matériaux sont chers, on en achète, il y a un paquet de gens qui en achètent, ça va créer. Bon, OK. C'est vrai, mais les gens, ils font ça, puis ça. On n'a pas le choix. Le phénomène, c'est comme le marché baisse, on va vendre nos immeubles, on vend moins cher, là, on crée un niveau qui va. Effectivement, ben, en fait, il y a une demande, mais en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas assez et puis il faut sécuriser. Juste pour dire, dernièrement, ici, on a un projet de construction neuve. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un prêt privé du fournisseur de matériaux pour la construction. Donc, on a fait gagnant-gagnant. Donc, le fournisseur de matériaux s'assure qu'on va avoir notre matériel pour la construction neuve. Et de son côté, ben, lui, il a un prêt privé. Donc, ça nous coûte un petit peu plus cher qu'un prêt bridge chez Desjardins. Mais au moins, on s'assure d'avoir nos matériaux. Donc, c'est pas mal une guerre qui est difficile en ce moment. Là. Mais effectivement, là, feu la poule, Yvan, t'as raison. OK. 12h55. Nos gagnants pour avoir partagé le live, on a Judith Leclerc qui se mérite un rabais de 200 $ applicable au coaching qui débute le 9 avril prochain.
Donc, on espère que tu vas être des nôtres, Judith, si c'est pas déjà le cas. Si tu es déjà une participante, parce qu'on a quand même plusieurs personnes, je n'ai pas tous les noms par cœur, mais si tu es déjà une participante, ça sera applicable sur un coaching avancé qui aura lieu sûrement à l'automne. Ensuite, le gagnant du livre 101 trucs en investissement immobilier, Luc Saint-Pierre. Félicitations. Et la gagnante du certificat cadeau de 50 applicable à une formation à la carte, Nathalie Hamel. Je crois qu'on a répondu à une question de Nathalie qui dit débutante, si ma mémoire est fidèle. Donc, sûrement que une de nos formations va être bénéfique. Et voilà, midi 56, on se dirige vers la fin de ce lunch mobilier. Merci d'avoir été là en grand nombre, encore une fois. On espère que vous appréciez la formule. N'hésitez pas à partager, dans le fond, la bonne nouvelle aux gens qu'on est là à tous les lundis ou presque depuis 1 an. On va les compter. On disait avant de commencer le live là, avec JP qu'on allait compter. On a rendu à combien de QR qu'on a fait depuis la pandémie? Des lives. On en a fait beaucoup dans la pandémie aussi. Là, QR et live compris. On en a fait, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais... Bon, on a rendu une 50aine au moins. Au minimum. Ouais, minimum. Good. Donc, un petit mot de la fin, JP, de ton côté? Toujours agréable. Je vais presque être triste lundi prochain à midi. Je vais regarder l'heure, je vais m'ennuyer de toi, Yvan, et de vous. Je ne sais pas si on dit téléspectateurs dans Facebook, là, mais bon, je ne sais pas trop c'est quoi le terme exact, là, les liveurs. Donc, on se revoit le QR le prochain. La date, je l'avais inscrit en plus. C'était quoi? On vient de le dire, 12 avril. QR, toujours gratuit, toujours content de vous partager de l'information 100% gratuite, gracieuseté du Club d'investisseurs immobiliers. Dans mon cas, ça va être je fais un congé quand, dans le fond, de... 2 congés de suite, Yvan? Oh oui, tabarnouche. Non, c'est le 19. Non, je vais être là le 12, mais le 19, je ne suis pas là. Ouais. OK, c'est bon. Sur ça, on vous souhaite joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous. Bon vendredi saint, bon lundi de Pâques. Surveillez notre promotion à 50% de rabais. C'est un petit que je vous donne en fin de live. Ceux qui ont quitté, c'est dommage pour eux, mais ceux qui sont encore là ont une petite information. On va vous donner une promotion pour la fin de semaine de Pâques. Donc, surveillez les courriels ou allez sur le site. Ça commence vendredi matin à 1 minute, donc minuit 1 jeudi. Et ça se termine lundi à 23h59. Sur ce, merci beaucoup à tous et on se revoit le 12 avril prochain. À bientôt!